Salut à tous, c'est Mackay et aujourd'hui je vais vous parler d'un des points qui m'a le plus marqué dans Stargate Universe. C'est le changement significatif par rapport aux autres séries de la franchise, notamment en ce qui concerne un point, les aliens dans Stargate SG-1 et Stargate Atlantis. La grande majorité des peuples rencontrés sont des humains. Cela s'explique pour deux raisons bien précises. Les anciens ont peuplé les deux galaxies, la Voie lactée et Pégase, et ils ont créé des humains à leur image, justifiant aussi leur omniprésence dans ces deux séries. De plus, le développement linguistique de ces peuples comporte des similitudes dues à l'influence des Goa'uld. Ces derniers ont asservi la Terre, déportant des populations entières vers d'autres mondes, et les anciens en colonisant deux galaxies ont laissé des traces de leur langage, mais aussi de leur culture. Ce contexte permet un peu mieux de comprendre la cohérence linguistique et culturelle de ces séries. Ce cadre rend d'autant plus frappant l'évolution apportée dans Stargate Universe, qui brise ce schéma. Dans Stargate Universe, le premier contact avec une race extraterrestre n'est pas avec les Nakai, mais avec l'entité de sable rencontrée par le lieutenant Scott. Contrairement à une menace directe, cette entité introduit une idée fascinante, des formes de vie minuscules capables d'interagir de manière unique. Elle semble avoir un accès partiel aux pensées en matérialisant des visages pour communiquer. Cet échange pacifique est néanmoins ambigu, car quelques épisodes plus tard, on découvre que cette entité peut devenir dangereuse, du moins si elle se sent menacée. Mais je ne vais pas développer plus autour de cette race, car il n'y a pas grand chose à en tirer, mais elle fait tout de même partie de cette logique et de ce développement. Les Nakai sont les premiers êtres humanoïdes rencontrés par les Terriens. Leur communication initiale semble prometteuse, puisqu'ils répondent aux messages, du moins d'un point de vue de l'échange. Je crois qu'il ne nous comprend pas. Pourtant, ils nous ont répondu dans notre langue. Leur message ne consistait qu'en deux mots. Pour autant qu'on le sache, ils ont peut-être un appareil de traduction à leur bord. Dans ce cas, ils auraient répondu dans la langue des anciens. Lorsque la rencontre physique a lieu, grâce aux pierres de communication des anciens, ils émettent des sons incompréhensibles en guise de communication, créant immédiatement une barrière linguistique. Cette situation plonge les Terriens dans la confusion quant aux intentions des Nakai. Celles-ci sont finalement clarifiées par Rush, qui a été capturé par les Nakai et placé dans un caisson, servant involontairement de cobaye pour qu'ils en apprennent davantage sur le Destiné et sur le peuple récemment monté à son bord. Rien d'autre? Genre, pourquoi ils ont tant envie de nous détruire? Je ne crois pas que c'est ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est le Destiné. S'ils s'intéressent de près à nous, c'est parce que nous sommes récemment arrivés à bord. Non. Non, ce qu'ils veulent, c'est réussir à passer les défenses du vaisseau. Et ensuite découvrir les secrets qu'il peut dissimuler. Outre cet aspect de communication, l'apparence physique des Nakai contraste avec ce que nous avons l'habitude de voir dans les séries précédentes. Ce sont des êtres élancés, à la peau bleue, au design visuel particulièrement marqué. Ça témoigne d'un véritable parti pris visant à différencier les extraterrestres de manière plus prononcée. Mais c'est également justifié, le Destiné se trouve à des milliards d'années-lumière de l'influence des anciens ou des Goa'uld. Et enfin, les Ursini. Ça fait un long moment que j'ai envie d'en parler sur la chaîne, mais j'ai jamais vraiment trouvé le moyen ou l'occasion, alors je profite de ce calendrier de l'avant pour le faire. C'est une race qui a été introduite dans Stargate Universe, dont la relation avec les Terriens est complexe. Leur design insectoïde, leur technologie avancée et leur motivation mystérieuse enrichissent encore davantage cette exploration de la dualité. Et je vais m'expliquer sur ce sujet. Contrairement aux Goa'uld et aux Wraiths, les Ursini ne sont ni des ennemis directs, ni des alliés traditionnels, ce qui alimente encore plus cette incertitude autour de leurs intentions, qui sont clarifiées par Telford lors d'un passage dans l'une de leurs capsules. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils sont amicaux, mais ils ne semblaient pas voir l'intérêt de s'en prendre à moi. Ils étaient curieux. J'ai tenté de communiquer avec eux, mais c'était presque impossible, verbalement, tout du moins. Donc on a trouvé un raccourci. Leurs capsules de stase sont équipées de stimulateurs neuronaux qui permettent au cerveau de leur occupant de rester actif durant de longues périodes d'hibernation. Ils m'y ont connecté. C'est difficile de décrire la sensation que ça fait. C'est comme regarder tout le catalogue d'une cinémathèque en moins d'une journée. J'ai vu des images. Des milliers d'images, dont la majorité étaient indéchiffrables, mais d'autres étaient plus claires. Au fur et à mesure, toutes ces images se sont organisées dans mon esprit, et j'en ai tiré une certaine compréhension de ces aliens et de leur histoire. Ils s'appellent les Ursini. Il comprend leur histoire et leur mission. D'ailleurs, dans Stargate Universe, souvent la clarification viendra d'un élément extérieur, mais jamais directement des aliens en question. Après avoir trahi les membres du Destiné, les Ursini se rendent compte que leur planète est détruite, et qu'ils sont les derniers survivants de leur espèce. Face à cette dure réalité, ils choisissent de foncer vers le vaisseau mère des drones pour se détruire avec ce dernier, comme un acte de rédemption, d'excuse d'avoir mis les Terriens dans cette situation. Ils disent être navrés de nous avoir mêlés à ça. Ils vont droit au suicide.
C'est cette ambivalence que j'adore dans Stargate Universe, avoir des ennemis ni totalement gentils ou méchants, mais des êtres un peu plus gris, qui ont des objectifs différents, tout comme ils ont de manières de résoudre ces problématiques. Là où dans des séries comme Stargate SG1, les Goa'uld sont identifiés comme les méchants, dans Stargate Universe, il y a cette nuance qui pour moi enrichit le récit. D'ailleurs, c'est une tentative entamée dans Stargate Atlantis. Dans les dernières saisons, Shepard effectue des actes qui sont moralement douteux. Mais quand même, vous avez poussé un homme à se suicider. Il voulait réparer les dégâts. Tout ce que j'ai fait, c'est... Lui présenter la situation. Je pense sincèrement que Stargate Universe était trop en avance sur son temps, ce qui a fait qu'elle n'a pas été appréciée à sa juste valeur, du moins c'est mon avis. Mais je comprends qu'elle ait déçu de par ses choix les fans de longue date qui attendaient un contenu bien spécifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et aux tipeurs de soutenir cette chaîne YouTube. La chaîne secondaire et le Discord sont en description. À demain 10h.